Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Les banques ont été un peu prises de court, dans le sens où maintenant, au final, on s'aperçoit que les acteurs n'ont pas besoin d'attendre la décision d'un comité bancaire pour lancer de nouveaux produits, puisque ça peut être fait de manière digitale, de manière indépendante, jusqu'à un certain point. Et je pense que c'est ça, au final, qui vraiment est en train de dynamiser le secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mehdi Ben Slimane, directeur des opérations chez Wahid Invest. Wahid est une plateforme halal d'investissement en ligne permettant d'investir dans un portefeuille varié d'actifs, comprenant entre autres des actions, des soukouk, de l'or et de l'immobilier. Wahid est précurseur dans le domaine de l'investissement en ligne, accessible à tout type de budget. Le produit n'est pas encore accessible en France, mais on espère bientôt, Inch'Allah. Dans cet épisode, on parle bien sûr de Wahid et de son fonctionnement, du parcours de Mehdi, de comment il a rejoint cette entreprise américaine, et il nous donne son avis sur le potentiel qu'a la finance islamique. Je pense qu'il y a toute une nouvelle génération de jeunes musulmans à travers le monde qui est éduquée, qui ne se satisfait pas des solutions précédemment mises en place et qui a envie d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Et je pense que ça, c'est un super moteur en fait, pour le développement du secteur. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers si tu souhaites m'aider à préparer des questions à l'avance pour les prochains invités. Le lien est en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Mahdi. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu? Alhamdulillah, tout va très bien, merci. Alhamdulillah. Je suis très content de t'avoir sur le podcast. Également. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Écoute, ce que je te propose pour commencer, c'est que tu te présentes rapidement en 30 secondes. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Mehdi Ben Slimane. Je suis en charge des opérations pour Wahid Invest. Wahid Invest, c'est le premier robot advisor global et Sharia compliant. Donc, tous les investissements qu'on propose sont islamiques. Avant de travailler pour Wahid, j'ai commencé ma carrière en finance. Donc, ça fait à peu près 13 ans que je suis dans le secteur. Et je suis aux Émirats, basé aux Émirats depuis 2010. Cool. Donc, tu as parlé beaucoup de choses dont on reviendra plus tard. On va commencer par décrire un peu plus Wahid. Tu as dit pas mal de mots-clés comme robot advisor, etc. Est-ce que tu peux nous décrire exactement qu'est-ce que Wahid pour une audience qui n'est pas forcément familier par ces termes? Oui, tout à fait. Alors, Wahid, c'est un robot advisor. Alors, qu'est-ce qu'un robot advisor? C'est un conseiller en Robot investissement. conseiller en français, du coup. Robot conseiller, tout à fait. Donc, c'est un conseiller en investissement automatique. Donc, c'est un peu savant comme terme, mais en fait, c'est très simple. C'est une plateforme en fait, qu'on offre à travers une application mobile. Il y a un certain nombre de questions que l'utilisateur auxquelles l'utilisateur va répondre. Et à chaque en fait, résultat, à la fin du questionnaire, l'utilisateur va être associé à un profil de risque qui va en fait dépendre de son âge, de son niveau de revenu, de son objectif d'investissement, sa réaction par rapport au risque en général. Et chaque profil de risque va ensuite être associé à un portefeuille d'investissement. Et une fois de plus, comme je le répétais, la différence de Wahid comparé aux autres robots advisors présents sur le marché, c'est que tous les investissements qu'on propose sont islamiques, donc Sharia compliant. Et en gros, une fois que l'investisseur a opté pour son portefeuille et a répondu aux questions comme je mentionnais, il suffit juste d'exécuter en fait les transactions et l'investisseur est investi dans un portefeuille diversifié. Il y a 6 différents niveaux de risque et en gros, les choix en allocation de classe d'actifs vont dépendre du profil de chacun. Donc, à titre d'exemple, si on prend un portefeuille qui est très conservateur, donc une personne qui est assez averse au risque, cette personne va être investie en priorité sur des sous-coups, alors que la personne qui est au contraire très risk taker, c'est-à-dire qui va vouloir en fait prendre plus de risques dans ses investissements, va avoir une exposition un petit peu plus forte sur les actions, par exemple. D'accord. Est-ce que tu peux décrire un peu les assets sur lesquels on investit à travers Wahid? Assets en français, je ne sais pas comment on dit déjà. Les actifs, les classes Les d'actifs. actifs. Ouais, les actifs. En gros, comme tous les robots advisors, donc les conseillers automatisés, on a une politique de commission basse
Et donc, un de nos critères de choix dans nos sélections d'investissement est le niveau de fees en fait, qui est imposé par les véhicules qu'on utilise. Donc, comme tu le sais, les ETF sont les moyens d'investir qui sont souvent les moins onéreux en termes de frais. Et donc, du coup, on utilise en grande partie les ETF pour investir dans les différentes classes d'actifs que je mentionnais précédemment. Donc, les ETF, je suis désolé, mais tout le monde n'est pas super familier avec ces termes. Juste pour décrire rapidement, les ETF, c'est des actions au monde. Les ETF, qui s'appellent aussi trackers, sont en fait des fonds qui sont listés et qui au final contiennent un ensemble d'actions ou de véhicules d'investissement. Et donc, du coup, c'est une manière d'avoir une exposition au marché sans avoir à acheter tous les titres, par exemple, d'un indice. Donc, en gros, si vous, à titre d'exemple, un ETF sur le CAC 40 pour l'audience française, ça serait en fait un véhicule qui permet en fait de répliquer la performance exacte de tous les titres qui sont contenus dans l'indice CAC 40, sans avoir à acheter individuellement tous les titres. Donc, au lieu d'investir que chez Renault, par exemple, ou chez Peugeot, eh ben, on s'investit un peu dans plusieurs entreprises du CAC 40. Tout à fait. Alors, on a une approche sectorielle et c'est ce que les ETF en fait offrent. Donc, en gros, ça nous permet d'acheter tout un segment du marché ou tout le marché éventuellement. Une fois de plus, je le répète, nos investissements et nos ETF sont tous islamiques. D'accord. Ça peut être par pays ou par secteur, ça dépend. Oui, tout à fait. Alors, je peux te guider un petit peu à travers les différents ETF justement qu'on utilise. On a un ETF qui est global, equities, donc c'est-à-dire qui couvre l'ensemble des actions des pays développés monde. C'est un mélange des plus grandes valeurs boursières internationales pour les marchés développés. On a un autre ETF qui, lui, offre une exposition aux marchés émergents. Donc, enfin, on va dire une fois de plus, les plus grandes capitalisations boursières des marchés émergents. On a ensuite un ETF qui réplique la performance de l'or. Et on a lancé notre propre ETF qu'on a construit, qu'on a listé sur le Nasdaq à travers Wahed l'an dernier, qui lui offre une exposition exclusivement américaine pour ce qui s'appelle mid et large caps américaines, c'est-à-dire les moyennes et plus grandes capitalisations, on va dire, des indices boursiers américains. C'est quoi vos critères de choix par rapport aux entreprises sur lesquelles vous investissez? Alors, on a une approche, une fois de plus, qui est sectorielle. On n'investit pas de manière, on ne fait pas de stock picking, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de choix entité par entité. Comme je le disais, on veut des expositions qui sont un petit peu plus larges. On a un comité d'investissement et on a un portfolio manager, donc un gestionnaire d'actifs pour le groupe qui est basé aux États-Unis et qui, au final, lui décide en fait des véhicules que nous allons utiliser. C'est un mélange de performance, de track record, donc de performance du fonds, de qualité de l'équipe de gestion et d'autres critères au final pour s'assurer de la performance, de la pérennité et également du niveau de commission pour être sûr qu'au final, on arrive avec un produit qui fait sens pour nos clients et qui n'est pas trop onéreux non plus. Voilà, c'est à peu près les critères de sélection qu'on a. La technique qui est utilisée, c'est la technique de la frontière efficiente, donc de la Modern Portfolio Theory, qui est en finale une technique d'allocation d'actifs qui a fait ses preuves et qui est utilisée par la majorité des robots de advisors. D'accord, ok. Donc ça, c'est par rapport aux ETF, aux actions. Donc, par rapport aux autres classes d'actifs, du coup, sur lesquelles vous investissez? Cette méthode d'allocation, au final, elle est à travers l'ensemble des classes d'actifs qu'on utilise, donc ça inclut aussi le reste. Je mentionnais l'ITF sur le gold, donc l'or. Donc, on a une exposition sur l'or qu'on offre à nos clients. On a aussi une gamme de fonds qui est investie sur les soukouk. Donc là, à la différence de ce que je décrivais, qui étaient les ETF, il s'agit là de fonds traditionnels. La raison étant le fait que c'est très dur de structurer des ETF sur les soukouk et que ça n'existe pas, ou en tout cas très peu, jusqu'à présent sur le marché. Tu peux rappeler la différence entre les actions? Pour simplifier, je dirais action, le ETF.
entre les actions et les sukuk? Oui, bien sûr. Alors, c'est deux modes de financement qui sont différents. C'est-à-dire l'action, c'est une prise de part directe dans une société. Le sukuk, qui est souvent traduit en français comme obligation islamique, est en fait un mode de financement qui s'apparente à de la dette, mais de manière sharia compliant. Il y a différents types de structuration sous-jacentes qui sont utilisées de manière à mettre en place en fait un partage de risque et d'éviter ce qu'on appelle riba, qui est interdit, c'est-à-dire la rémunération de l'argent pour l'argent. Donc la manière dont va se construire un sukuk, ça va être, comme je disais, sous différentes formes de structure. Ça peut être sous la forme d'un lease, c'est-à-dire d'un crédit bail. Ça peut être sous la forme d'un projet où il va y avoir un financeur et un gestionnaire, le gestionnaire étant l'entité qui emprunte et le financeur, évidemment, celui qui apporte les capitaux, donc le prêteur. Donc, on ne parle plus effectivement d'intérêt, on parle de profit. Et c'est la base, au final, de la finance islamique, c'est-à-dire un partage de risque et qui introduit en fait un partage de profit. D'accord. Donc, en gros, si on veut résoudre de manière très simple et en utilisant le mot tabou de dette, on va dire que si on devait comparer cet instrument à ce qui existe dans le marché traditionnel, ça serait effectivement l'équivalent d'une obligation. Ok. Tu peux donner un exemple, un cas précis, genre avec une entreprise que tu inventes, donner un exemple de ce qui se passerait exactement quand on investit à travers des sukuk. Oui, tout à fait. Alors pour l'investisseur, c'est très neutre, hein. Pour l'investisseur, Mhm. il s'agit en fait d'acheter une partie au final de cette obligation qui a été mise du sukuk. C'est-à-dire que Mhm. l'investisseur va donner de l'argent qui va être utilisé ensuite pour un projet lambda, on va dire une construction par exemple d'un immeuble. Oui. L'argent va être donc investi par l'investisseur, utilisé par le développeur qui va au final créer l'immeuble en question. Euh, Mhm. chaque, à chaque étape au final du développement, le constructeur va s'engager. Et il y a différents types de remboursement, mais on va prendre la manière la plus simple avec un remboursement in fine, c'est-à-dire à la fin du projet. Oui. Le développeur va reverser une partie des profits générés à travers, par exemple, la vente des appartements de l'immeuble en question. Oui. On peut aussi imaginer une forme où l'investisseur va acheter un immeuble et va recevoir au final des loyers qui s'apparenteraient au final à un achat d'appartements qui seraient loués. C'est vraiment le même principe, mais qui peut une Mhm. fois de plus être structuré sous la forme de scoop. D'accord. Donc, à travers des actions, quand on achète des actions, on achète une partie de l'entreprise et la valeur peut augmenter et baisser et on peut revendre nos actions. Et à travers les sukuk, du coup, pour ça, pour répéter un petit peu, on Oui, possède pas, on possède pas du tout l'entreprise. Mais par contre, le développeur ou la personne qui reçoit l'investissement s'engage à reverser une partie des recettes, des profits qui sont générés sur une période donnée. tout à fait, et avec une obligation de remboursement de l'investissement initial. D'accord. Ce qui est la grosse différence au final entre un investissement en action et un investissement en sukuk, puisque le Ok. sukuk, au final, implique un remboursement de l'investissement initial. Ouais. D'accord, ok. Donc, on a parlé des ETF, des sukuk, de l'or. Donc, ça, c'est inclus dans les ETF, en fait, ces trois-là, pour le coup. Par exemple, c'est pas vous qui choisissez, qui achetez l'or séparément, qui achetez les sukuk dans un fonds différent. Non, alors, le sukuk, c'est la seule classe d'actifs pour laquelle on n'utilise pas d'ETF. Donc, ce sont des fonds traditionnels qu'on utilise. D'accord. On utilise effectivement des ETF et des fonds qui ne nous appartiennent pas, à l'exception de celui dont je parlais pour les États-Unis. Ok. Et c'est comme ça qu'on opère globalement. Et au final, on est une plateforme ouverte où on fait une revue au final fréquente. Notre comité d'investissement en association avec le gestionnaire de portefeuille revoit en permanence les portefeuilles, analyse les performances et s'assure au final que les véhicules que nous utilisons sont les plus efficaces. D'accord. Et du coup, le quatrième que j'avais vu sur votre site, c'était l'immobilier. C'est inclus dans les ETF ou c'est séparé?
Alors tout à fait, c'est séparé, c'est une gamme différente et c'est une exposition qu'on a eu envie d'introduire pour continuer à diversifier davantage au final les portefeuilles. Du coup, c'est une classe d'actifs qui nous permet de à la fois réduire potentiellement le risque sur l'investissement et puis Mhm. aussi donner une exposition sur un secteur nouveau. Ok. Donc techniquement, comme tu le disais au début, pour un client qui se connecte sur votre site, vous lui posez des questions par rapport à son risque, à son profil de risque. Et selon les réponses qu'il donne, vous mettrez plus d'argent, vous investirez plus, par exemple, dans une classe d'actifs moins risquée comme l'immobilier ou l'or. Si par exemple, il a un profil un peu plus risqué, il y aura peut-être plus d'investissement dans les actions, dans les ETF, dans les sukuk, en proportion. Tout à fait. C'est grosso modo la manière dont on opère, Mhm. avec, comme je le disais, un système automatisé qui, au moment des résultats, à la fin du questionnaire, qui est très ludique au moment du début de l'expérience, va en fait conduire à un profil de risque et qui, comme tu le disais, sera associé avec différentes pondérations sur les classes d'actifs dont on vient de parler. Et ces Mhm. pondérations vont dépendre effectivement de l'appétit de risque et du profil de risque. Donc ça, c'est votre produit actuel. Vous vous orientez pour le futur vers quoi? Vers une diversification encore plus grande ou vers d'autres produits? C'est quoi vos projets pour l'avenir? Alors, oui, tout à fait. Alors, premièrement, sur la plateforme actuelle, c'est une plateforme sur le téléphone, donc c'est une application mobile. On va continuer pardon, à améliorer la plateforme. Donc, on a certaines fonctions, certaines fonctionnalités qui vont être lancées prochainement, qui ne sont pas Mhm. encore disponibles, mais qui devraient améliorer au final l'expérience de l'utilisateur. Ça, c'est un Mhm. premier angle. Le second, c'est continuer ce qu'on a commencé déjà avec l'ETF qui est listé sur le Nasdaq, c'est-à-dire continuer à élargir notre gamme d'ETF et d'investissement Wahed. Mhm. Ça, c'est le deuxième angle. Et puis ensuite, effectivement, d'autres services sur lesquels on est en train de travailler. Pas mal de choses qu'on a en tête. Je ne peux pas trop commenter à ce stade, mais il devrait y avoir un certain nombre de nouveautés qui arrivent cette année prochaine ou la suivante, Inch'Allah. D'accord. Votre cible pour Wahid, c'est qui? C'est les personnes qui ont des cadres, c'est ouvert à tous. C'est quelle cible que vous visez? Alors, notre, notre but depuis le début, c'est d'être le plus inclusif possible. Et donc de permettre en fait aux gens de tout niveau de revenus et également avec des niveaux de connaissances en finance variés, de pouvoir au final participer au monde de l'investissement et utiliser notre plateforme pour commencer à investir. Donc c'est pour ça que depuis le départ, notre montant d'investissement est très bas. Il est de 100 dollars en moyenne à travers le monde. Mhm. Et notre produit, en fait, permet d'investir sans réellement se poser trop de questions en utilisant l'expertise de nos équipes et notamment notre gestionnaire de portefeuille pour pouvoir, euh, une fois de plus, épargner avoir accès au final à un certain nombre de choses qui, jusqu'à présent, étaient réservées à des investisseurs plus sophistiqués. Donc, D'accord. en général, notre offre est dédiée à un public individuel. Donc, on ne couvre pas d'entités euh, d'entreprises ou d'investisseurs institutionnels. Donc, vraiment, notre cible, c'est le particulier Mhm. et la communauté musulmane en premier lieu, mais pas uniquement. Donc évidemment, on a cet angle qui est islamique et c'est une des grandes volontés de notre part que d'ouvrir les portes d'investissement une fois de plus à la communauté musulmane, mais on est inclusif, comme je le disais, et on a un grand nombre d'investisseurs qui sont de différentes confessions et qui ont été D'accord. séduits par le fait que notre offre est au final éthique, puisque on peut en parler aussi. La méthode Oui. d'investissement
et les choix en final des actions qui sont dans les ETF, comme je disais, qui sont islamiques, inclut au final un certain nombre d'exclusions de tous les au final business qui portent atteinte au final aux communautés, à l'environnement, à un certain nombre de choses qui au final peut séduire beaucoup de gens au-delà de la communauté musulmane uniquement. D'accord. Dans votre site, nous, on a une vue, j'ai envie de dire macro. Donc, on a notre profil de risque, mais on n'a pas. Est-ce qu'on a accès aux investissements spécifiques qui sont faits par entreprise, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, à différents degrés, c'est-à-dire qu'une fois que vous commencez à utiliser l'application, il y aura plus de détails qui seront accessibles de manière simple, puisque tout Mhm. sera présent pour l'application mobile. Sur notre site, où il y a une vue d'ensemble, il y a déjà accès au final aux différentes pondérations par classe d'actifs et des différents véhicules qu'on utilise. Donc, sur notre D'accord. site, vous pouvez avoir accès à ça. Vous avez une section portefeuille dans laquelle vous pouvez voir et avoir plus de détails. Après, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail du sujet et avoir un listing détaillé de ce qui est présent dans chaque véhicule, il est très facilement possible de regarder ça sur Internet avec les références qui vous sont données sur notre site. D'accord. Est-ce que cet investissement est liquide, c'est-à-dire s'il est possible de pouvoir récupérer enfin, de revendre ou de récupérer son investissement à tout moment? Tout à fait, tout à fait. Alors, ça dépend des juridictions, puisqu'on a différentes plateformes au final à travers le monde, mais de manière globale, la liquidation des positions est faite instantanément dès que l'ordre est reçu. Pour le déboursement de l'argent, c'est-à-dire la réception de l'argent par nos clients, ça prend quelques jours. Ça peut être variable en fonction de la banque que le client utilise, mais au final, ça prend toujours moins d'une semaine pour recevoir ses fonds dans son compte bancaire une fois la décision prise de liquider ses positions. Ok. Vous avez un site en anglais, donc vous avez des ETF aux États-Unis. Je sais que vous visez aussi les UK spécifiquement et la Malaisie, par exemple. Euh, Est-ce que votre produit, actuellement, il est global, il est accessible à tout le monde? Oui, alors, dans dans nos démarches de développement, on a commencé aux États-Unis. C'est le marché qui est le plus mature pour nous, puisque c'est là où on a le plus d'expérience. On est actif là-bas depuis plus de 4 ans. Euh, Mhm. on a ensuite ouvert en Grande-Bretagne et on a ouvert la Malaisie il y a à peu près un an. Donc voilà les marchés qu'on a ouverts de manière locale. On a également une plateforme offshore qu'on utilise pour nos clients internationaux qui est basée à l'île Maurice, mais sur laquelle on réserve au final l'accès à juste un certain nombre de pays. La raison étant qu'on a un projet de développement assez agressif et qu'on espère mettre en œuvre très rapidement. Et en gros, on a pour ambition de continuer à ouvrir de nouveaux pays et d'avoir une localisation au final de nos services. Donc, pour revenir sur la France, on regarde l'Europe de manière très attentive. On pense que c'est un marché qui, déjà d'une part, a un réel besoin de solutions, puisque jusqu'à présent, les alternatives présentes sont très limitées. Et pour nous, de manière économique, qui fait totalement sens, puisque la population musulmane en Europe est quand même très significative. Donc voilà, effectivement, c'est un marché qu'on regarde. On n'est pas actif encore en Europe. On souhaite l'être très rapidement, Inch'Allah. D'accord. Est-ce que les Européens peuvent passer par donc le produit global qui est basé en île Maurice? Les Européens qui sont résidents en Europe ne peuvent pas le faire. D'accord. Et ça, c'est une décision qu'on a prise pour être en règle totale avec les autorités européenne, tout en sachant qu'on a comme ambition de s'implanter directement rapidement en Europe. Donc pour l'instant, c'est pas, malheureusement pas possible. Pour les Européens qui sont résidents dans d'autres pays du monde, ça peut l'être. C'est vraiment du cas par cas, comme je le disais, la plateforme de l'île Maurice est utilisée juste dans certains cas et pas Ok. pour tous les pays du monde. Euh, mais voilà, une fois de plus, comme je le précisais, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde attentivement et on espère Mhm. pouvoir ouvrir l'Europe très vite. Inch'Allah en 2021. On espère. Pas le maximum. Du coup, j'aimerais bien parler un peu de ton parcours. Où est-ce que tu as grandi? Tu as grandi en France, il me semble. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai grandi en France.
j'ai grandi en région parisienne et ensuite à Paris. J'ai commencé mes études, donc, enfin, j'ai même fini mes études pardon, en France. Je suis parti aux États-Unis un petit peu pour la Société Générale en salle des marchés. Je suis rentré en France faire mon master. J'ai travaillé pour Morgan Stanley une année et puis c'était la crise de 2008-2009 qui battait son plein. Je commençais ma Ju- ju- carrière. Juste avant ça, je te coupe, je suis désolé. Tu es allé assez vite sur ton parcours aux États-Unis. Ça a été assez facile pour toi de passer des études en France, aux États-Unis. Tu as fait des grandes écoles. Comment tu as fait pour intégrer ces grandes institutions? Alors, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, je suis parti, enfin, j'ai étudié à Dauphine Ok, et j'ai fait en fait à la fin de ma MSG en finance, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc, c'était mon master en finance à Dauphine. J'ai commencé à la Société Générale à Paris mhm. sur le desk de produits structurés. D'accord. Euh, donc, c'était un tout nouveau monde pour moi. J'ai fait 6 mois chez eux, ça s'est bien passé. Ils avaient des besoins aux États-Unis et donc j'ai fait les entretiens. J'ai réussi à décrocher la position pour New York. Et donc, au final, j'aidais au final toutes les équipes de vente en produits structurés dans la salle des marchés aux États-Unis. Juste une petite question par rapport à ton éducation en France. Dans ta famille ou dans ton entourage, est-ce que tu étais quelqu'un qui stand out, enfin pas stand out, qui ressortait par rapport au parcours que tu as suivi? Est-ce que c'était commun autour de toi? Tu as grandi dans un quartier où c'était assez difficile et tu as dû vraiment bosser pour sortir de là? J'ai eu deux phases dans ma vie. J'ai eu une période où effectivement j'étais on va dire, un quartier qui était pas forcément le plus propice aux études, en tout cas, où il y avait pas mal de difficultés. Et puis ensuite, en fait, j'ai toujours gardé en tête le fait que faire des études, c'était la chose la plus importante et c'est ce qu'on m'a transmis dans mon éducation. Donc, D'accord? depuis un très jeune âge, j'avais ça en tête et j'avais un objectif, c'était vraiment d'essayer d'atteindre le meilleur lycée et de pouvoir faire les meilleures études possibles. Ok. Et donc, du coup, ça m'a permis après de partir sur un lycée à Paris assez réputé, qui ensuite m'a ouvert les portes au reste et m'a permis d'intégrer Dauphine et de continuer sur cette voie-là. Ok. Mais ça a toujours été effectivement des valeurs qui m'ont été inculquées très tôt, voilà, en mettant les études en avant très fortement. Ok, donc tu as compris ça très jeune et puis tu t'es mis à fond dedans pour pouvoir atteindre tes objectifs. La finance, c'était quelque chose qui t'attirait déjà au lycée ou... Oui, oui, bah, c'est quelque chose qui était enfin, qui m'a toujours intéressé, parce qu'au final, il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées par la finance en général. Ça reste quand même assez central euh, dans la politique, dans l'économie, dans pas mal de choses. Donc, le monde, à plein d'égards, est quand même dicté par ce secteur. Et rentrer dedans, pour moi, après, à raison ou à tort, c'était ce que je pensais être le plus intéressant pour une réussite professionnelle et Ok. pour la réalisation de mes ambitions aussi. Ouais. Ok. Tes ambitions, du coup, c'était quoi? De manière très simple, c'était de réussir socialement et économiquement, premièrement, Mhm. de manière très transparente. Euh, Après, effectivement, en ayant passé quelques années dans le secteur et en étant un petit peu plus mature, on se rend compte qu'il y a d'autres choses aussi qui sont importantes. Et d'où ma décision à un moment donné de faire ce changement vers la finance islamique et notamment à travers Wahed Mhm. et la fintech que nous sommes en train de développer. Ouais, parce que je t'ai coupé tout à l'heure, excuse-moi, tu étais à New York, puis tu disais que tu es parti pendant la crise à Dubaï, il me semble, ça, Oui, tout à crise de fait. 2008. Donc, tout à fait. Mhm. En fait, après la crise de 2009, donc tout le monde, en tout cas sur mon desk, a perdu son travail. Et donc, je me suis posé la question de savoir quoi faire pour la suite. J'étais vraiment jeune dans ma carrière. Et j'ai décidé de faire quelque chose qui me tenait à cœur, c'est d'apprendre l'arabe. J'avais toujours voulu, parce que j'avais un niveau très basique.
J'ai toujours voulu apprendre l'arabe et avec comme ambition d'ensuite trouver un travail dans les pays du Golfe, puisque c'était une des rares régions qui avait encore un petit peu de croissance à ce moment-là. Ouais. Euh, et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait et je suis arrivé à Dubaï en 2010. Euh, j'ai continué à travailler en finance sur différentes fonctions pour des banques et pour des courtiers. Euh, et, euh, et j'ai rejoint Wahed en 2019. Ta transition vers la finance islamique, elle s'est faite comment? Alors, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. Euh, je me suis beaucoup. Alors, en étant à Dubaï, c'est assez facile, puisqu'il y a quand même accès à beaucoup de gens qui ont de l'expérience dans le sujet, et puis il y a beaucoup de banques islamiques et d'institutions islamiques. Mhm. Donc, j'ai commencé de manière très basique en essayant de comprendre les structures qui étaient utilisées. Il y a beaucoup de préconceptions, au final, et comment dirais-je, de choses qui sont mal comprises autour de la finance islamique. Donc j'avais vraiment envie de comprendre moi-même, par mes propres moyens, ce qui était valide ou pas, et au final comprendre une fois de plus les mécanismes. Il y a beaucoup de gens qui voient la finance islamique comme une manière déguisée au final d'investir dans des choses qui ne sont pas forcément au final vraiment islamiques. Mhm. Euh, alors ça peut être le cas dans certains cas. Après, il y a beaucoup de choses qui font vraiment sens et qui ont une vraie notion Sharia compliant, comme on le dit, c'est-à-dire en lien, enfin en tout cas en accord avec les principes musulmans. Et on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le partage des risques ou l'exclusion de certains secteurs, l'inclusion d'autres, c'est-à-dire la préférence à certains types d'investissement. Euh, donc voilà, j'avais envie au final par moi-même de comprendre ce secteur-là. Et puis au final, ça m'a séduit. Une fois de plus, comme je le disais, je suis passé d'un mode qui était une réussite sociale économique à un mode qui est aussi, pourquoi pas combiner ça aussi avec une bonne action et au final, en essayant de faire du bien autour de soi. Et Mhm. c'est vraiment l'objectif que j'essaie de suivre. D'accord. Tu as dû quand même passer des examens, des diplômes, enfin, un diplôme au moins pour être spécialisé en finance islamique. Oui, ouais, tout à fait. Alors, je ne vais pas faire de publicité spécifiquement pour cette formation. Il y en a certainement d'autres qui ont dû voir le jour depuis, puisque je crois que j'ai passé la mienne il y a à peu près 6-7 ans. Mais oui, j'avais fait la Islamic Finance Qualification. Je crois que c'est le CISI qui donne cette certification-là. Ne me demande pas à quoi ça correspond, l'acronyme, je ne saurais pas t'expliquer, je ne sais plus. Euh, mais en gros, ouais, c'est quelque chose qui est assez, qui m'a servi beaucoup au final, parce qu'une fois de plus, ça reprend de manière très théorique, hein, mais quand même de manière explicite, tous les mécanismes et tous les types de structuration islamique qu'on peut envisager. Voilà. Avec une chose qui est aussi très importante à signaler, au-delà de ça, je pense que, et ça vaut pour différents aspects de l'islam, c'est-à-dire que parfois les gens ont tendance à analyser les choses à travers les technicalités ou les détails de pratique ou des choses qui ne sont pas forcément les plus importantes. Je pense que la finance islamique peut se résumer de manière très simple à, à- à deux choses, c'est-à-dire premièrement, et je parle de l'essence de la finance islamique, c'est-à-dire la création de valeurs réelles, c'est-à-dire la participation à l'économie dans la sphère réelle. Et en addition à ça, effectivement, comme j'en parlais au début, avoir un impact positif sur tout ce qui nous entoure au final, que ce soit les gens, les communautés et l'environnement. Voilà. J'avais eu du mal à comprendre, la première fois que j'ai entendu ça, euh, avoir un impact réel ou l'économie réelle. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce qui est l'économie réelle versus ce qui n'est pas l'économie réelle? Oui, tout à fait. Alors, au final, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion parfois entre le monde de la finance et le monde de l'économie. C'est-à-dire que on peut se retrouver avec des types d'investissements, de valorisation, qui au final n'ont pas un effet bénéfique sur la société, par exemple, sur laquelle on investit de manière directe, ou en tout cas sur sa production.
C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation où un investisseur va acheter une action en bourse sans pour autant et avoir la valorisation de cette action-là qui va s'apprécier, sans pour autant que cette société soit en train d'augmenter son chiffre d'affaires, ni qu'elle recrute de nouvelles personnes, ni qu'elle produise de nouveaux biens, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a il y a parfois une déconnexion entre le monde et la valorisation financière et ce qui se passe réellement au jour le jour au sein des sociétés. Ouais. L'investissement dans l'économie réelle, à contrario, est un investissement qui a pour but un impact direct sur la production, sur l'activité au final de la société en elle-même. Très bien, merci. Là, j'ai quelques questions de la part des auditeurs qui m'ont donné dans le nouveau groupe Telegram que j'ai créé. N'hésitez pas d'ailleurs à le rejoindre, j'en fais la promotion si vous avez des questions à poser pour les prochaines interviews. Une des questions que j'ai eues, c'est quel conseil pour épargner, investir pour des jeunes qui sont encore au niveau des études supérieures? Ou est-ce que c'est trop tôt? Alors non, et je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour investir. Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est premièrement, quelle est la raison de l'investissement? C'est-à-dire quel est l'horizon sur lequel vous vous positionnez? Est-ce que c'est pour un achat immobilier? Est-ce que c'est pour le financement d'un projet? Est-ce que c'est pour la retraite? Même si c'est très jeune pour y penser, mais il n'est jamais trop tôt, une fois de plus. Donc, ces dimensions-là sont importantes à garder en tête. Ensuite, il y a une chose que les marchés ont prouvé jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, l'investissement sur le long terme s'avère très, très lucratif au final. En tout cas, si on regarde les statistiques historiques. Donc, je serais d'avis à vraiment partir sur du long terme plutôt que d'essayer de faire ce qu'on appelle du market timing, surtout dans les marchés dans lesquels on est, qui sont quand même très volatiles, avec beaucoup Ouais. d'inconnus. Donc, le market timing, c'est le fait d'investir et d'espérer que du jour au lendemain, ça fasse plus d'1% et de revendre le jour d'après, par exemple. Exactement. Quand tu Voilà, dis long c'est-à-dire terme, c'est on investit, on ne regarde plus pendant 10 ans et en bout de 10 ans ou plusieurs années, on revend nos parts. voilà, tout à fait. Tout à fait. J'ajoute à cette dimension-là d'investissement long terme une diversification, évidemment, pour à la fois réduire les risques en termes de volatilité et aussi potentiellement bénéficier des performances à travers différentes asset classes, donc classes d'actifs. Donc, comme on en parlait, ça peut être les métaux précieux, ça peut être les actions, ça peut être les sous-coucs et ainsi de suite. Mais tout ça, en final, vise à apporter le meilleur profil de performance associé à un risque contrôlé. Ok. Donc voilà, au final, ça serait ça mes conseils principaux. Une dernière chose également, c'est que je pense que le marché est rempli de scammers, comme on dit, et de gens qui essayent de bénéficier au final de la crédulité ou du manque de connaissances parfois financières des investisseurs particuliers. Il faut être très vigilant. Les activités financières sont extrêmement régulées. Donc à chaque étape, il faut vraiment s'assurer que les interlocuteurs que vous avez en face de vous ont les accréditations nécessaires, sont régulés par les autorités de marché dans le pays dans lequel vous vous trouvez, et ainsi de suite. Parce qu'effectivement, ça a été une vraie plaie pour beaucoup d'investisseurs individuels qui se sont retrouvés escroqués. Donc voilà, ça serait un dernier conseil que je donnerais. Qu'est-ce que tu penses de la démocratisation de l'investissement en bourse? Et est-ce que tu conseilles aux musulmans de se former, d'investir en bourse à travers des plateformes en ligne du style, on m'a parlé de Admiral Market, eToro par exemple, ce genre de plateforme. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors une fois de plus, c'est-à-dire que je pense qu'il faut effectivement, et le plus tôt est le mieux, se former sur les investissements et le monde de la finance, puisque comme je disais, et c'est ce qui m'a conduit moi à ce secteur-là, c'est un secteur clé de ce qui se passe dans le monde au niveau économique comme politique et ainsi de suite. Donc c'est très important. Et je pense que là, il y a une vraie différence entre les pays anglo-saxons et je sais que tu as une audience francophone beaucoup. Euh, donc, je pense que les pays francophones ont un vrai retard là-dessus et que malheureusement, cette culture-là n'est pas encore assez développée, la culture de l'investissement. Et c'est dommage, puisqu'il y a
beaucoup d'opportunités. J'encourage les gens évidemment à s'instruire sur le sujet, d'utiliser effectivement les outils dont tu parles comme eToro, etc., avec quand même un minimum de précautions. De rentrer dans... je vais reprendre les mêmes conseils que je te suggérais précédemment, c'est-à-dire vraiment d'essayer de rentrer sur des investissements long terme et d'éviter, parce qu'au final, ces plateformes-là ont un intérêt, c'est d'avoir le maximum de transactions. Et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent à travers, au final, ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la différence de prix entre le prix d'achat et le prix de vente sur leur plateforme. Donc leur intérêt est pour eux clairement d'avoir des utilisateurs qui font beaucoup d'allers-retours sur le marché, qui achètent et vendent à une fréquence assez élevée. Je n'encourage pas réellement ces pratiques-là, sauf si effectivement la personne a une expérience financière assez poussée. Donc oui, c'est très bien, mais à utiliser avec précaution. Quelle différence entre la structure Wahed Invest par rapport à d'autres brokers qui proposent de faire du trading islamique? Oui, alors c'est une très bonne question. Déjà, dans la définition de notre business, nous ne sommes pas des brokers. C'est-à-dire que nous n'offrons pas au final aux clients une plateforme pour qu'ils accèdent au marché et qu'ils fassent ce que je décrivais, c'est-à-dire des allers-retours de l'achat et de la vente. Nous, ce qu'on fait, c'est au final, comme je le disais, de l'investissement long terme. Et c'est ce qu'on pousse nos clients à faire réellement. C'est le message qu'on donne à l'ensemble de notre clientèle. Donc nous, en fait, on construit des portefeuilles long terme équilibrés, décidés et gérés par notre gestionnaire d'actifs qui, lui, a cette expertise et qui a des années d'expérience sur le marché. Mais on n'est pas dans une logique ou une dynamique qui nous pousse à faire trader ou acheter ou vendre nos clients de manière fréquente. Hmm. Donc l'usage en fait, de votre plateforme, c'est plus d'investir, de mettre un investissement mensuel par exemple, et de plus regarder pendant un petit moment, alors que les brokers, eux, c'est quelque chose où les personnes vont plutôt regarder régulièrement ce qu'ils ont investi, essayer de regarder les bonnes affaires, les bonnes entreprises sur lesquelles investir, etc., etc. Et cetera. Et c'est plus du day-to-day thing. Tout à fait, tout à fait. On est vraiment, nous, dans une logique d'épargne beaucoup plus que dans une logique de trading. Très bien, très bien. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui souhaite travailler dans la finance éthique slash halal? Mhm. Euh, alors, moi, je pense que, premièrement, évidemment, la formation initiale est très importante. La maîtrise des concepts théoriques est cruciale. Euh, et quand je parle de concepts théoriques et d'éducation, c'est pas uniquement sur la finance islamique, c'est aussi sur la finance conventionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont manqué dans les sociétés de finance islamique jusqu'à présent, du fait que c'est un monde qui a fonctionné en vase clos pendant un certain nombre d'années. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre de la finance conventionnelle et transposer à la finance islamique pour la rendre plus efficace. Euh, donc au final, je dirais qu'une formation en finance globale, conventionnelle, associée à une spécialisation à un stade ultérieur sur la finance islamique en elle-même, ça serait le parcours idéal pour moi. Hmm. Euh, et ensuite, C'est évidemment, oui, c'est pardon. possible de suivre en parallèle avec les formations en ligne, une formation islamique. Alors bien sûr, alors moi tu vois, j'ai fini mes études, ça fait un petit moment, ça fait à peu près 15 ans. Je veux dire, le nombre de ressources qu'il y a maintenant à la disposition des jeunes étudiants ou jeunes professionnels, c'est beaucoup plus important que ce qu'il y avait à l'époque. Et vraiment, il y a un nombre assez incroyable de formations en ligne actuellement. Donc sur la finance islamique en elle-même, comme je disais, moi je connais le IFQ que j'ai suivi qui est vraiment pas mal. Après, il y a peut-être plein d'autres choses et je pense qu'avec l'éclosion de sites Internet en tout genre, il y a vraiment des ressources utiles facilement accessibles pour qui s'intéresse au sujet. Euh, Évidemment, après, il y a d'autres moyens également dont je pourrais parler, c'est-à-dire le networking, parler à des professionnels du secteur,
Évidemment, c'est des conseils traditionnels, mais ça marche. Essayer de suivre. Il y a plein de webinars maintenant qui sont lancés, c'est-à-dire des conférences en ligne qui sont ouvertes au public. Il y a pas mal de choses maintenant, au final, qui peuvent être utilisées comme des ressources intéressantes pour s'éduquer sur le sujet. Ouais. Ok. Par rapport au contexte actuel, en termes d'investissement, de gestion de son argent, tu penses que quel comportement il faudrait avoir? Enfin, je sais que c'est difficile comme question à répondre, c'est pas facile, mais si tu as des conseils, ils sont bienvenus. Ouais, c'est une colle, pour être honnête avec toi, parce qu'on vit dans un monde qui est nouveau à plein d'égards. On a des capitalisations boursières qui sont au plus haut historique, tandis que la situation locale, économique à travers le monde est quand même très, très fragile. Le Covid a un impact qui n'est pas négligeable et on ne sait pas encore le mesurer sur le moyen long terme. Donc, c'est assez fou ce qui se passe sur les marchés. Donc, Hum. donner une réponse ou en tout cas un positionnement ou une fois de plus faire du market timing, je ne le ferai pas. Une chose est sûre, c'est qu'il faut, comme je disais, adopter les principes de prudence euh, de base, donc diversification, accepter que les marchés puissent bouger, puisqu'ils vont bouger forcément, euh, et avoir suffisamment de patience et pour ne pas sauter sur des investissements ou des opportunités qui semblent être intéressantes sans les analyser réellement. Tu penses qu'il faut plutôt rester liquide, garder son argent et attendre le bon moment, ou bien continuer à investir Je dirais qu'idéalement, garder un mélange des deux serait ma recommandation. C'est-à-dire hum. quand même avoir une petite exposition, si possible, au marché, ou en tout cas de le faire de manière contrôlée et garder effectivement du cash, pourquoi pas. Maintenant, je ne sais pas où ta base d'auditeurs est vraiment basée, mais Là, c'est varié, de euh, toute façon. Tu peux. d'accord. Donc, du coup, je pense que chacun peut avoir des problématiques différentes. Le dollar est en train de tomber. L'euro là, est tombé aussi il n'y a pas si longtemps. Donc, même sur les marchés des devises, c'est très volatile. Garder du cash, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas forcément non plus la situation la plus sûre qui soit. C'est-à-dire que l'inflation aussi a un rôle à jouer là-dedans. Hum. Donc, si le cash qu'on détient, effectivement, n'est pas sujet aux valuations boursières des, euh, des actions dont on parlait, il y a quand même une potentielle dépréciation au final du cash. Donc voilà, c'est de manière globale, diversification et une fois de plus investissement sur le long terme. Que penses-tu des perspectives d'évolution de la finance islamique et de la finance éthique au sein du marché mondial? Est-ce que tu penses qu'il y a de beaux jours devant la finance islamique? Alors, tout à fait, le potentiel, il est énorme. Le potentiel, il est énorme. Je crois qu'il y a plus de 2 milliards de musulmans à travers le monde et la communauté musulmane est servie, on va dire, en termes de services financiers. Mhm. Donc, il y a un vrai manque de produits et ça depuis tout temps. Euh, donc, il y a réellement énormément de cash qui n'est pas investi parce qu'il n'y a pas justement de débouchés et il y a pas suffisamment de solutions pour déployer ces investissements. Donc, il y a effectivement beaucoup d'opportunités. Il y a aussi des blocages qui peuvent être politiques, qui peuvent être structurels. Le monde de la finance islamique est un monde qui, d'origine, est très conservateur dans son approche business. Donc, pour faire changer les choses, notamment au sein des banques islamiques, parfois, ça prend du temps. Mais on est en train de voir des initiatives qui sont prises. On est une de ces initiatives avec Wahed. Donc, je pense qu'il y a toute une nouvelle génération de jeunes musulmans à travers le monde qui est éduquée, qui ne se satisfait pas des solutions précédemment mises en place et qui a envie d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Et je pense que ça, c'est un super moteur en fait, pour le développement du secteur. Et il y a plein d'initiatives à travers le monde qui sont en train d'être prises. Donc voilà, pour répondre à la question brièvement, j'ai grand espoir que la finance islamique va continuer à prendre de l'ampleur. Et au-delà de ça, comme je le répétais, il y a une vraie logique mondiale en ce moment et je pense une prise de conscience de beaucoup d'investisseurs
de l'importance au final de la finance éthique au-delà de la finance islamique uniquement. Et je pense que la finance islamique peut être un vrai driver, un vrai moteur aussi pour contribuer en fait à cet effort, c'est-à-dire l'effort de développer des business qui sont écologiques, des business qui ont un impact social positif, et ainsi de suite. Donc oui, très positif sur le secteur. On a l'impression qu'on a déjà eu, enfin, à partir des discussions que j'ai eues avec d'autres spécialistes en finance, qu'il y a eu un gros pic il y a environ une dizaine d'années, qui a eu pas mal de désillusions, notamment Southeast Asia, en Malaisie ou en Europe, mais que depuis 2-3 ans, ça recommence un peu à être un peu plus dynamique. Est-ce que c'est une impression ou tu l'as ressenti toi aussi? Non, alors c'est très juste. Il y a plusieurs choses. Déjà, la première crise financière a été un frein. La finance islamique avait vraiment commencé à se développer fortement à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a eu un coup d'arrêt. C'est-à-dire que beaucoup de banques qui avaient investi dans les départements de finance islamique ont réduit la voilure. Et donc, du coup, ça a arrêté un peu, freiné le développement et l'innovation dans le secteur. Deuxièmement, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Et c'est toujours comme ça au départ, qui n'étaient pas parfaites, pas forcément bien ficelées, potentiellement erronées. Et donc, du coup, ça a été aussi quelque chose qui a créé un peu de suspicion dans le secteur pendant un petit moment. Et puis enfin, et je pense que c'est un mécanisme sur lequel on peut s'appuyer pour continuer à développer le secteur, c'est au final l'éclosion de ce qui s'appelle les fintech en général, et donc les nouveaux types de Oui. services financiers offerts de manière digitale, dont nous faisons partie, mais il y a un grand nombre de sociétés qui ont investi le secteur. Et au final, je pense que à la manière, enfin, historiquement, c'était les banques qui étaient euh, qui dictaient au final leur volonté de développement ou de transformation. Euh, les banques ont été un peu prises de court dans le sens où maintenant, au final, on s'aperçoit que les acteurs n'ont pas besoin d'attendre la décision d'un comité bancaire pour lancer de nouveaux produits, puisque ça peut être fait de manière digitale, de manière indépendante, jusqu'à un certain point. Et je pense que c'est ça, au final, qui est vraiment est en train de dynamiser le secteur. Oui, oui, c'est ce que je vois moi aussi. La plupart des entreprises qui fonctionnent très bien dans la finance islamique sont très digitales. Tout à fait. Euh, Juste une question par rapport au Sharia Board. J'ai une question. Comment est-il choisi? Enfin, est-ce que déjà les critères de sélection sont des choses universelles, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui font ce que vous faites auraient les mêmes critères, ou est-ce qu'il y a des critères spécifiques que vous avez chez Wahid Invest qui fait que vous choisissez tel ou tel imam? Quand on dit Sharia Board, c'est spécialiste en finance islamique. Enfin, c'est un board, une équipe de spécialistes en finance islamique, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ce sont des ulama qui sont au final spécialisés en théologie et en finance, et donc qui maîtrisent les deux aspects et qui sont en mesure de prendre des décisions et d'analyser au final le business ou les investissements pour décider du côté halal ou non des choses que nous faisons. Et quand Mhm. je dis des choses que nous faisons, parce que ça va au-delà des investissements purs, puisque toutes nos procédures et la manière dont la société est gérée est aussi analysée par notre Sharia Board. Ouais. Donc, pour répondre à ta question sur les critères de sélection ou les modes de prise de décision, au final, et ça varie d'un pays à l'autre, il y a pas d'harmonisation totale à ce niveau-là, dans le sens où chaque pays peut avoir des critères ou des exigences différentes ou même ne pas avoir du tout de critères. Mhm. Je sais qu'au Euh, Moyen-Orient, à Dubaï par exemple, ou dans certains pays du Moyen-Orient, ils laissent libre cours aux banques de choisir leurs critères. oui, tout à fait. C'est vrai, il n'y a pas de Sharia Board central. Par contre, pour pallier à ça, il y a une institution qui a été créée et qui est basée à Bahreïn et qui s'appelle l'IOFI Oui. et qui est au final l'organisme reconnu de manière internationale et qui au final, je perds mes mots en français, je suis désolé, Pas de souci. euh, Qui se porte garant ou qui qui tamponne. produit, qui produit au final les règles et les standards
au niveau international Mhm. sur les critères effectivement d'investissement pour s'assurer que tout le monde au final a un repère global pour pouvoir conduire ses audits Sharia, etc. Et donc du coup, c'est l'organisme qui prime, qui est le plus réputé D'accord. et dont les membres sont les savants les plus reconnus à travers le monde. Euh, voilà, donc on suit cette logique-là et ces standards-là. Notre Sharia Board, il est composé de, de ulama qui sont extrêmement reconnus dans le secteur et la société au final qui est spécialisée et qui est notre Sharia Board et aussi couvre une grande partie des banques islamiques du Golfe notamment et surtout en Arabie Saoudite par exemple. Hmm. Tu connais un petit peu les principes, les critères principaux pour qu'un établissement sur lequel on peut investir soit Sharia compliant? Oui, tout à fait. Alors après, ce sont des critères qui sont utilisés par exemple sur les investissements en equities et en actions au niveau global. Donc il y a des paliers d'endettement par exemple qui doivent être respectés. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un tiers à peu près du financement qui ne doit pas être fait, maximal, pardon, qui peut être fait en dette. Ensuite, il ne doit pas y avoir plus de 5% des revenus de la société dans laquelle on investit qui proviennent d'activités illicites. Et encore d'autres critères qui sont analysés. Donc, c'est en fait des moyens de filtrer dans l'univers des actions disponibles, les sociétés au final qui sont le plus en ligne avec les principes de l'islam. Après, évidemment, des secteurs qui ne seront pas investis, donc tout ce qui est alimentation qui n'est pas halal, tout ce qui est société d'armement et de défense, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'exclusion à travers les secteurs. Et puis au final, après, il y a un système qui s'appelle le système de purification. C'est-à-dire que, comme on disait, il y a un premier niveau de contrôle qui est fait à travers les filtres pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de choses haram dans l'investissement qui est fait initialement. Et puis ensuite, au-delà de ça, tout ce qui est généré en termes de profit annuel par des activités illicites, parce qu'il en reste quand même certaines, puisque sinon l'univers d'investissement serait extrêmement limité. Il y a un système de purification, donc c'est-à-dire que l'investisseur, chaque année, va avoir un rapport qui sera adressé par le Sharia Board et qui lui indiquera le montant qu'il a reçu, qui correspond à des activités qui ne sont pas halal. Ce montant-là doit être reversé à des sociétés, des associations caritatives, et c'est le moyen qui est utilisé pour rendre l'investissement halal jusqu'au bout. D'accord. Donc, parmi le profit qui est fait chez Wahid Invest, vous vous occupez personnellement par exemple, de vous débarrasser de la partie non halal. Ou bien c'est le fonds qui le Alors, fait. alors ça dépend, ça dépend des véhicules et ça change un peu d'un pays à l'autre parce on n'utilise pas réellement toujours les mêmes procédés. Comme je le disais, il y a des petites nuances. Hmm. Soit c'est fait au niveau du fonds, soit on donne au client le pourcentage et le montant dont il doit se débarrasser au final et les reverser à une association caritative. D'accord. Donc, vous laissez la responsabilité au client quand le fonds s'en occupe directement. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Bah, écoute, Mehdi, on a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser. Barakallahu fik. Allah يبارك فيك. Si on veut suivre ton travail et le travail de Wahid, Il y a le site internet et on a les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est en premier lieu, je pense, le meilleur endroit pour avoir les updates et tout ce qui se passe au sein de la société. Voilà, on a pas mal de documents aussi et de vidéos sur YouTube. On est présent sur les réseaux sociaux. Mais oui, LinkedIn, c'est, on va dire, la centralisation de toutes nos infos. ok. Je finis par une dernière question que je pose de temps en temps. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser mais que je t'ai pas posée? C'est une très bonne question. Écoute, non, je pense que ça a été assez complet. Une fois de plus, mon message, il était autour
l'essence du projet de la finance islamique au final, de ne pas oublier ça. Euh, et, et, euh, et ouais, non, je pense que l'inclusion, au final, je pense que c'est ça le vrai moteur de ce qu'on fait. Donc, tu m'as déjà posé ces questions-là, j'ai pu y répondre, je suis très content. C'est vraiment le message que je voulais donner. Donc, non, je n'aurais rien à rajouter là-dessus. Très bien. Bah, barakallahu fik, Mahdi. On attend avec impatience le jour où ce sera disponible en France. Est-ce que c'est disponible depuis Singapour, tu sais? Alors, depuis Singapour, oui, c'est Mhm. disponible. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu peux télécharger l'application et commencer. Ouais, tout à fait. Très bien. Très bien. Ok, bah écoute, barakallahu fik, Mahdi. Je te souhaite une bonne continuation chez Wahid et tout le succès. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam Salam alaikum. alaikum. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.